Prenez le pouvoir, installez-vous. Bienvenue à toutes et tous. Bertrand Butet, vous êtes directeur de l'habitat et de la politique de la ville à Clermont-Auvergne Métropole. Bruno Coquemont, directeur adjoint du développement à la direction des prêts de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, donc Caisse des dépôts et consignations. Celui-là, c'est le mien, c'est bon. Merci beaucoup. Mathilde Cordier, gérante de Ville et Habitat, docteur en urbanisme. Vous faites partie de l'équipe IDPS ESO et ESO. Bon, vous nous le direz. ESO, pardon. Mathieu Gima, vous êtes maître de conférence en urbanisme et aménagement à l'université Paris-Cité. Vous faites partie de l'équipe Géographie-Cité. Et Marianne Louis, vous êtes directrice générale de l'Union sociale pour l'habitat. Bienvenue à toutes et tous. Alors peut-être commencer par un premier tour de table. Pour la plupart d'entre vous, vous avez suivi les échanges de ce matin. On a eu à débattre de la réalité de la vente HLM, qui ça concerne, quid des équilibres territoriaux, de la mixité sociale, quid aussi des difficultés que cela recouvre pour les bailleurs qui deviennent aussi syndics de copro, qui doivent intégrer des nouvelles formes de métiers, changer peut-être aussi dans une certaine forme de culture ou pas. Ça peut faire débat. Quid aussi de l'accompagnement des habitants qui sont ceux qui ont accédé à la propriété par ce biais. On a pu entendre voilà, différentes trajectoires avec une réelle demande à la fin de la deuxième table ronde. Souvenez-vous que le régulateur pose l'enjeu du contrôle de ces ventes pour éviter les effets d'aubaine. On a aussi un petit peu parlé du bail réel solidaire. Peut-être, allez, Marianne Louis, vous allez commencer. Petit rapport d'étonnement. Qu'est-ce que ça suscite comme interrogation, ces apports dont on a eu à débattre ce matin ? Oui, écoutez, d'abord, je voudrais remercier vraiment les chercheurs qui ont travaillé sur le sujet et l'équipe qui les a accompagnés, animés, les différents laboratoires qui se sont mobilisés. C'est vrai que c'était important pour nous de prendre ce temps de recul et de réflexion sur la question de la vente HLM parce que, vous l'avez dit, la vente HLM change un certain nombre de pratiques pour les organismes, mais pour autant, le mouvement HLM, depuis 90 ans qu'il existe, les organismes HLM, ils évoluent dans leur métier, et c'est quelque chose d'assez naturel. Mais c'est quand même toujours bien de voir comment on évolue et s'assurer que dans ces évolutions, on ne se dénature pas, c'est-à-dire qu'on est dans le prolongement. Et de ce point de vue-là, les travaux ils sont intéressants parce qu'on voit bien que la vente, ça fait un peu, je crois, je pense que dans les années 90, dans le mouvement HLM, il faut y avoir un débat assez fort pour ou contre la vente HLM, etc., qui, à mon avis, est largement derrière nous. En revanche, la question, c'est oui, évidemment, un peu de vente HLM, parce que ça s'inscrit dans le parcours résidentiel, parce que ça permet de reconstituer des fonds propres, parce que ça permet de faire des investissements, etc. Mais pour quel type de public, avec quel accompagnement, avec quelle intention, et c'est bien parce que tous ces travaux permettent un peu d'interroger et de montrer que sur chaque question, il y a plusieurs options et que les options ne sont pas neutres. Donc c'est intéressant de bien mettre cet arbre de décision en perspective au moment où nous sommes, où la vente HLM a un petit peu baissé ces derniers temps, mais pour des raisons ponctuelles, mais qu'elle a vocation à trouver un rythme de croisière sans aucun doute. Merci beaucoup Marianne Louis. Bruno Coquemont, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous étiez donc là ce matin, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qui a été dit ? Écoutez, d'abord vous remercier. Vous remercier pour l'invitation et pour le plaisir que j'ai eu à écouter les interventions de ce matin qui étaient vraiment passionnantes déjà. Donc bravo à tous les chercheurs, c'était vraiment extrêmement intéressant. Moi, ce que j'ai retenu déjà, c'est la vente HLM. Alors j'utiliserai l'expression, c'est pour les bailleurs, ça peut être une vente subie ou vente choisie, suivant leur nature, suivant leur santé. Et on voit que tout le monde n'a pas la même approche de la vente HLM. Qu'ensuite, la vente HLM, ça s'inscrit, et en tout cas, c'est mieux si ça s'inscrit dans une politique locale de l'habitat. C'est-à-dire que la vente HLM hors sol, on voit que ça donne des résultats un petit peu fragiles.
Et puis ce qui m'a vraiment intéressé ce matin, c'est de voir que quand même entre les différentes équipes de chercheurs, il n'y avait pas forcément des résultats tout le temps homogènes. Il y avait des visions parfois un petit peu distinctes. Et ça, c'était vraiment intéressant. Donc, je pense que ce serait intéressant de refaire la synthèse de tout ça et de voir un peu quelles sont les grandes tendances. Et enfin, pour l'anecdote, moi, il y a un point qui m'a marqué ce matin entre les équipes des Bouches-du-Rhône, du Rhône et de Lille et de la Melle, c'est que plus on monte vers le nord et plus le pourcentage de locataires occupants diminue. Et donc ça, alors je pense que c'était juste un fait stylisé, mais ça m'a vraiment marqué. Mais en tout cas, c'était extrêmement intéressant, même pour nous, Banque des Territoires, qui ne sommes pas forcément acteurs de la vente HLM directement, mais en tout cas acteurs du logement social, oui. Alors, merci Bruno Gauquemont. On reviendra évidemment au rôle de la Banque des Territoires dans ces perspectives qu'on va essayer de se donner dans la prochaine heure. Bertrand Butet, vous êtes à Clermont-Auvergne Métropole, chanceux que vous êtes. Merci. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette matinée ? Bonjour à toutes et tous. Effectivement, une matinée extrêmement riche et intéressante. Ça permet de dézoomer de notre territoire, là où on travaille, pour voir un peu les tendances nationales, qu'est-ce qui se passe ailleurs et comment tout ça est perçu. Je reviendrai plus tard dans effectivement comment nous on a abordé le sujet sur notre territoire, mais c'est évident que cette vente HLM, alors selon moi j'ai l'impression qu'il y a un avant et après 2018 et la loi Elan finalement. En tout cas, nous, on l'a constaté à Clermont-Ferrand. Et de fait, ça a été dit par le collègue, mais une politique de vente non liée à des politiques locales de l'habitat, c'est un souci ou un vrai risque. En tout cas, il faut vraiment lier les deux, ça me semble nécessaire et impératif. On a bien vu que finalement, ça a été dit que la loi qui cadre tout ça, il y avait matière sûrement à amélioration, et je suppose que le programme de recherche va y contribuer. Ça permettra de faire évoluer tout ça positivement. Et puis, ce que je retiens aussi, c'est l'expression du verre d'eau à moitié plein, à moitié vide. On voit bien que par certains aspects, la vente HLM peut être positive pour certains ménages sur de l'accession à la propriété qui n'est pas possible autrement. Et puis à moitié vide parce que parfois il peut y avoir effectivement, si les ventes ne sont pas bien pensées, bien localisées ou bien accompagnées, il peut y avoir des désagréments. Ça prend, on a vu la forme de possible copropriété dégradée dans la durée. En tout cas, c'est un risque certain, en tout cas qui existe. Voilà. Donc il faut faire attention. Et justement, on y reviendra. Merci en tout cas Bertrand Butet d'être parmi nous. Je me tourne vers vous, Mathieu Gima. Au regard de tout ce qu'on s'est dit ce matin, on s'est aussi dit qu'il fallait à un moment, au-delà du verre à moitié vide, à moitié plein, se projeter un peu dans l'avenir. À partir des éclairages justement qui ont été posés sur la vente HLM, on vous a demandé de réfléchir non pas à des préconisations, mais à moins à des grandes lignes, des grandes perspectives. Qu'est-ce que vous avez, vous, de votre côté, commencé à tisser, notamment sur l'avenir de la vente HLM ? Eh bien, merci beaucoup. Je me permets un tout petit mot avant de commencer. Et vous faites bien. Simplement parce que vous avez évoqué Mais oui, elle est cette très photo. belle cette photo. Donc c'est simplement pour vous dire que c'est une photo qui a été réalisée dans le cadre du programme de recherche par Hortense Ouaché dans une des résidences que nous avons enquêté avec notre équipe. Et Hortense a donc fait un travail d'analyse photographique dans les résidences pour essayer de documenter notamment la matérialité des logements HLM achetés et leur transformation par les propriétaires, puisqu'un des sujets dont on n'a pas parlé ce matin, c'est la question des travaux qui sont réalisés au sein des logements. Donc voilà, les travaux d'Hortense permettent de le constater. Et donc je vous recommande fortement d'aller voir la galerie qu'elle a conçue, qui est une sorte de déambulation vers l'intérieur des logements. Et qui donc documente les transformations aussi, j'imagine ? Tout à fait. Elle a à la fois rencontré des logements qui sont restés propriétés de locataires HLM, ouais. Et elle a aussi travaillé sur des gens qui sont devenus propriétaires, qui ont transformé leur logement, souvent avec des démolitions pour faire des plus grandes pièces, avec la transformation de la cuisine et l'ouverture de la cuisine, qui sont souvent les éléments les plus... la cuisine américaine. Donc tout ça est donné à voir dans le travail d'Hortense, et on en parle un petit peu dans la synthèse. Et cette photo, par exemple, vous vous souvenez de la résidence où elle l'a prise ? C'était à Alfortville. À Alfortville.
Magnifique. Merci. Voilà, donc j'enlève ma casquette donc, de membre de l'équipe Géographisté, puisque la position qu'on nous a demandé de prendre avec Mathilde était de pouvoir relayer certaines, effectivement, des interpellations de la recherche. On voulait commencer par peut-être repartir du double objectif de la vente HLM. Hein. Cette idée donc, que la vente permet à la fois de récupérer des fonds qui pourront être réinvestis dans l'activité et de contribuer aux politiques d'accession sociale à la propriété en aidant notamment les locataires à devenir acquéreurs. Et c'est une double justification hein, qui est très ancienne. On a évoqué la loi Maziol de 1965, mais cette double justification, elle est déjà présente à cette époque-là. Et donc c'est une injonction, une double justification qui est un petit peu contradictoire, hein, puisque a priori, plus on veut récupérer de fonds propres grâce à la vente, plus il faudrait vendre des logements à prix élevé, ce qui deviendrait du coup incompatible avec l'objectif d'aider les ménages modestes à acquérir leur logement. Donc aujourd'hui, on a différentes évolutions qui ont réveillé cette tension qui était restée jusque-là plutôt latente. D'un côté, avec le fait que la vente s'affirme comme un outil de financement de plus en plus déterminant du monde HLM. Donc depuis le milieu des années 2000 au moins, hein, la production repose vraiment sur la capacité des organismes à dégager des marges qui peuvent être réinvestis sur leur activité. Et les réformes donc, de 2017-2018 qu'on a évoquées ce matin ont accentué cette pression financière. Et puis, de l'autre côté, il y a le contexte socio-économique post-pandémique qui a aussi été évoqué à l'instant par Marianne Louis, hein, qui est marqué donc, par la hausse des prêts bancaires, la pression causée par l'inflation sur le niveau de vie des ménages, qui limite forcément la capacité des ménages modestes à s'engager dans ces projets d'accession à la propriété, avec des mutations récentes donc, qui s'inscrivent aussi dans des évolutions de plus long terme, puisqu'on a parlé ce matin hein, donc de la baisse de la part des acquéreurs locataires. On est donc face à une situation où on aurait besoin de plus de ventes pour continuer à construire, mais où il semble y avoir moins de ménages modestes susceptibles d'acheter. Et la tentation par rapport à ça pourrait être d'assumer que la vente HLM devienne un outil de financement destiné à rapporter le maximum de ressources. Il me semble que les résultats de la recherche invitent à se méfier de cette option à au moins 3 niveaux que je vais développer très très rapidement. Hein. Mais le fait d'abord que cette articulation entre financement du secteur HLM et accession sociale, elle nous a paru dans les enquêtes qu'on a faites nous et puis dans certaines autres enquêtes qui ont été restituées ce matin comme centrale en fait dans la façon dont les salariés des organismes HLM, se représentent la vente HLM. Elle donne du sens à leur action et donc ça nous semble un élément important et intéressant. Au contraire, aussi, on a vu à travers des travaux qui vous ont été présentés ce matin que dans les immeubles situés dans des marchés immobiliers dynamiques, les appartements qui sont vendus à des ménages sans rapport avec le parc HLM, ils contribuent plus vite que les autres à l'embourgeoisement des résidences, au turnover des résidents, voire à la remise en location ou à la hausse des prix immobiliers. Donc ça, c'est un autre élément qui invite à être prudent. Et puis le troisième, c'est que si on développe la vente comme outil de financement, on va donc vers un accroissement du volume avec les risques qui ont été évoqués ce matin, en particulier au niveau de la disparition d'une partie de l'offre de logement à bas loyer. Et il me semble qu'au vu des résultats des recherches, hein, il y a des interpellations qui ont été formulées par les différentes équipes qui vont plutôt dans le sens d'un rééquilibrage du dispositif vers sa vocation d'accession sociale à la propriété, avec notamment des équipes qui proposent des choses comme ce qui suit, hein, l'opportunité par exemple d'un fléchage d'une partie des ressources issues de la vente vers l'accompagnement des néopropriétaires et des copropriétés, la refonte des clauses antispéculatives qu'on a évoquées à plusieurs reprises, et notamment en introduisant l'obligation d'utiliser le logement comme résidence principale, ce qui est quelque chose qui a existé par exemple dans la mise en œuvre de la vente au Royaume-Uni. Le développement des dispositifs permettant l'inscription pérenne des logements dans l'accession sociale à la propriété. On a parlé de l'OFS-BRS, mais il semble aussi possible d'imaginer des dispositifs reposant sur l'obligation de revente aux bailleurs. C'est des dispositifs qui existent par exemple aux Pays-Bas. Et puis enfin, dernier élément, la remise en cause de l'objectif de désengagement complet des bailleurs sociaux dans les résidences collectives. On a vu ce matin l'exemple de Lyon Métropole Habitat qui disait sur certaines copropriétés, on a décidé d'arrêter de continuer à vendre. Et donc ça paraît à plusieurs équipes un modèle potentiellement intéressant.
Merci beaucoup Mathieu, et évidemment mettons ça en discussion. Bertrand Butet depuis Clermont-Auvergne Métropole. Qu'est-ce que vous retenez ? Est-ce que là, entre l'encadrement, la nécessité peut-être de réguler, d'avoir des plafonds de vente pour éviter aussi, et on en a parlé ce matin, des copropriétés dégradées à terme, etc. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça ? Et peut-être avez-vous, vous aussi, d'autres préconisations ? Ce que je retiens, c'est le nécessaire dialogue finalement entre les organismes HLM qui ont des plans de vente, des stratégies qui peuvent d'ailleurs différer, puisque finalement leur patrimoine n'est pas le même au fil des années, il s'est constitué différemment, ils n'ont pas la même situation, pas la même stratégie, donc c'est propre à chaque organisme, mais pour autant ça vient se confronter ou percuter une stratégie aussi de territoire, de politique locale de l'habitat. Je rappelle qu'une métropole, conduit un PLH, un programme local de l'habitat, qui vise à rééquilibrer le parc, qui vise aussi, on a une casquette de pilote de la réforme des attributions, donc on s'intéresse à des équilibres de peuplement, et donc on travaille avec les mêmes organismes qui aussi travaillent à cette vente HLM, et on s'est rendu compte, en fait, si on revient un petit peu en arrière avec cette loi Elan, et puis la loi de finances 2018, la RLS, c'est qu'à l'époque, donc c'était le premier semestre 2019 où les organismes se sont mis à réaliser, finalement, à travailler à des plans de vente à 5 ans pour les adosser aux conventions d'utilité sociale, et le faisaient en silo, chacun dans leur coin, avec leur stratégie propre, sans forcément même concerter ensemble en interbailleur, et puis surtout sans même venir nous voir pour en discuter. C'est ce qui se passait concrètement, même si ce matin ça a été dit que l'ACU c'était l'outil d'échange et de dialogue. Non, pas forcément, en tout cas c'est pas comme ça que nous c'était. Vous étiez finalement mis devant le fait accompli et... on allait être mis devant le fait accompli, parce que les programmes étaient en train de s'élaborer, mais dans une logique un peu silo. Et tout de suite, on a vu le risque, en tout cas, c'était que en fait, finalement, ces plans de vente faits chacun dans son coin, sans coordination, allaient peut-être aboutir à accentuer des déséquilibres sur lesquels on essayait justement de lutter avec ces mêmes organismes qui étaient nos partenaires du territoire. Donc, dans les faits, en fait, Mais c'était pas les mêmes directions. Il y en a qui luttent et il y en a qui vendent. Disons qu'après, je pense que chaque organisme aussi à l'intérieur a ses entrées entre guillemets, c'est logique. En fait, donc on a vu le warning en fait. Très vite, on s'est dit oula, il risque d'y avoir un souci. Et pour autant, là, ils étaient dans les clous de la loi. Hein. Les organismes faisaient ce que la loi disait. Donc, dans les faits, finalement, il n'y a pas de souci en tant que tel. Mais nous, on l'a vu, la difficulté. Et donc, on a décidé. Alors, on a la chance d'avoir un territoire, on va dire, à taille humaine. Clermont-Ferrand et la métropole, c'est 300 000 habitants. C'est 4 organismes. On se connaît bien, d'une certaine manière. Donc, on a regardé ce qui se faisait en France et on est allé chercher du côté de Lille, en fait, qui avait une antériorité sur la question de la vente. Et on avait vu qu'ils avaient élaboré là-bas une charte, et on s'est dit, une charte, pourquoi pas ? C'est un espace d'échange, de dialogue. On reprend la main d'une certaine manière dans ce document qu'on va rédiger sur le sujet, puisque dans le cadre des CUS, c'est les organismes qui les rédigent. On a bien une forme de concertation avec une réunion avec eux, mais dans les faits, on ne maîtrise pas non plus le contenu en tant que tel. Et donc, on a décidé de réaliser une charte de la vente dite responsable sur le territoire. Donc, en fait, on a créé un espace d'échange, de dialogue avec l'interbailleur, avec chaque organisme, avec aussi les communes, pour définir cette activité de vente qui a vocation finalement à monter en puissance, puisque si on prend juste la RLS, pour donner quelques chiffres, les 4 organismes, c'est environ une ponction de presque 10 millions d'euros par an. C'est davantage que ce que la métropole donne à ces mêmes organismes pour construire et rénover. C'est pour donner un rapport. Hein. Si vous rajoutez à ça, depuis, il y a eu l'augmentation du livret A, donc on est face à des organismes qui sont extrêmement contraints d'un point de vue budgétaire, ce qui fait que ils ne sont plus forcément en mesure de déployer ce qu'on leur demande au titre du programme local de l'habitat ou au titre des politiques de rénovation urbaine ou autres. Et de fait, la vente, finalement, je me rappelle d'une directrice qui me disait « mais nous, on ne construit pas pour vendre à la base. C'est pas notre métier, c'est pas comme ça qu'on l'imaginait. » D'ailleurs, la vente était très anecdotique sur notre territoire avant 2018. Il y avait quelques dizaines de ventes à tout casser. Maintenant, le rythme, c'est autour de 230 ventes par an. Donc ça a quand même augmenté. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et ils se sont retrouvés contraints à devoir vendre pour essayer de retrouver une forme de modèle économique.
Et donc au travers de cette charte, finalement au début les DG étaient contre parce qu'ils estimaient qu'on allait plus loin que le rôle qui était le nôtre et qu'on faisait une forme d'ingérence, et très vite ils se sont rendus compte que c'était pas si mal que ça de partager en interbailleurs, d'avoir une vision commune et aussi d'avoir une posture pour, face à la métropole, indiquer comment ils s'emparaient de manière responsable de cette activité qui allait monter en puissance. Voilà. Et donc on a fixé un cadre commun, partagé, dialogué. On n'a pas eu de posture dogmatique en disant non, ne vendez pas. On a quand même tracé nos lignes rouges qui étaient de limiter fortement la vente en commune SRU. Et aussi, l'autre warning, c'était au titre de la réforme des attributions. On avait l'obligation, enfin les bailleurs étaient obligés de reloger, d'attribuer des logements au premier quartile hors QPV, et donc il fallait des petites typos, et donc on ne voulait pas aussi éviter qu'ils vendent ces petites typologies-là. Voilà. Donc on a essayé de poser ce cadrage, et après d'autres éléments liés et à la après charte. J'imagine que vous intégrez le ZAN, et j'imagine que la question du rééquilibrage territorial aussi s'est posée. Alors là on est sur quelque chose d'intéressant, un peu sur le volet perspective. Depuis, on a fait un autre programme local de l'habitat qui dit au demeurant que 80% des prochaines productions dans les 6 prochaines années, donc 12 000 logements, 80% ça sera en rénovation urbaine, c'est-à-dire on refait la ville sur la ville. Donc ça veut dire forcément des équilibres d'opérations plus complexes, des opérations plus coûteuses pour les organismes, et donc davantage de fonds propres. La vente en tant que telle, c'est pas l'alpha et l'oméga des ressources d'un organisme, mais on l'a vu ce matin que ça a quand même représenté une partie importante. Et donc ça pose la question de la capacité des organismes à faire. Il faut aussi rénover le parc, donc au niveau thermique, c'est les obligations liées à la loi. Donc tout ça fait que ils sont face à des obligations d'investissement majeures. Et donc la vente aujourd'hui, je pense que ça fait partie aujourd'hui d'un modèle qui existe. Mais qui ne sera pas suffisant égard à ce que vous nous décrivez là. En tout cas, je pense qu'il y a une autre question, sûrement un autre programme de recherche ou d'autres colloques sur le modèle effectivement économique du logement social pour les prochaines années dans un contexte de ZAN, un contexte de rénovation thermique. Ça c'est un autre sujet passionnant mais qui est en partie lié. Mais justement, et c'est là, merci Bertrand Buttesser, que je vais me tourner vers Bruno Coquemont puisque c'est la Banque des Territoires. Donc qui dit banque, dit financement. Est-ce que vous avez un Deus ex machina qui nous tombe comme ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir financer à la fois cette ville sur la ville, avec toutes les contraintes qui se posent, et dans une logique où il ne faudrait pas qu'on vende trop de bijoux de famille pour pouvoir se refinancer? Je reprends l'expression de ce matin. Oui. Alors, moi, j'aurais utilisé les joyaux de la couronne. Vous faites comme vous voulez. Prenez le pouvoir, Bruno Coquemont. Là, je préfère. Écoutez, alors c'est un vaste sujet. Je ne suis pas sûr que ce soit celui d'aujourd'hui. Hein. Non, on est sur la vente HLM, mais on voit bien qu'en fait, ça nous emmène ailleurs. Mais effectivement, nous, en tant que financeurs du logement social, financeurs de référence du logement social, on voit la vente HLM un peu comme un élément qui rentre dans l'équilibre financier des bailleurs. Et c'est vraiment ça qu'on regarde. On a notamment notre étude Perspective qui a été publiée en septembre dernier, et dans lequel on intègre des projections de vente de logements, où on a intégré notamment le fait qu'en 2024-2025, on allait avoir une baisse probablement, et on la constate, du nombre de logements vendus, avec la hausse des taux. Et on pense que là, on a vu qu'on est déjà dans un mouvement de baisse des taux actuellement. Alors, nul ne saurait lire l'avenir, mais on espère que ça va continuer, et qui devrait permettre notamment aux acquéreurs de retrouver un peu de capacité d'emprunt et pour pouvoir acquérir. Donc on pense que la vente HLM va continuer, va réaugmenter un petit peu, mais finalement en proportion de l'augmentation du parc, c'est un taux qui est beaucoup plus faible que le 1% qui était annoncé. Et ça, oui, le 1% on ne l'a pas atteint, on est plutôt sur 0,25. 0,2, 0,25, ouais. Et nous on pense qu'en perspective, ce taux va diminuer, puisqu'en fait on est sur des volumes qu'on considère un peu constants, avec un parc qui augmente, donc le taux diminue. Mais pour autant, on voit, et on en a parlé ce matin, que c'est quand même très important dans l'équilibre économique des bailleurs, et notamment l'effet de levier entre une vente et... alors après, ça dépend des hypothèses, 1, 2, 3 constructions qui sont permises en termes de fonds propres grâce à cette vente. Et ça c'est vraiment, je pense, aujourd'hui essentiel. Et alors, donc, si on se projette, vous, avec vos chiffres, on est à combien
de logements approximativement dans les prochaines années? Alors nous, on a pris une hypothèse de 14 000 logements à partir de 2026 et Par an. Par an. Voilà, c'est une hypotèse. C'était celle Ce de qui représente, on est sur les mêmes étiages, donc. Oui, dépassera parce pas qu'on 0,2. était à 12 000, donc on était à 12 000, on a prévu 11 000 pour 2024-2025 et une remontée à 14 000 logements. Donc on ne sera jamais à 1%. On voit bien que, eu égard à ce qu'on vient de dire, il va y avoir un sujet de financement à terme et de reconstruction de la ville sur la ville, qu'on a exploré ce matin toutes les conséquences que ça impliquait pour les bailleurs, cette vente HLM. Et là, donc, je vais vous poser la question, cher Bruno Coquemont, que vous attendez depuis qu'on a préparé cet échange jeudi. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup de bruit pour rien? 14 000 logements, autant d'effets. Est-ce que déjà, ça signe pas à terme la mort de la vente HLM? Non, je crois pas. Alors d'abord, je pense que c'est pas beaucoup de bruit pour rien, parce qu'on a vu quand même que finalement, en pourcentage de l'autofinancement, c'est pas neutre. On a parlé de 5-7%. C'est vraiment quelque chose d'important. Pour beaucoup de bailleurs aujourd'hui, c'est essentiel pour pouvoir continuer à produire et continuer à réhabiliter. Donc c'est très important. Mais la vente HLM, elle vient aussi à travers d'autres activités. On voit bien qu'on a parlé de OFS-BRS ce matin, beaucoup. C'est aussi un élément qui vient en complément ou d'autres types d'activités. Donc pour moi, le sentiment qu'on a, c'est que ça va continuer, que c'est important, mais ça ne prendra jamais un envol tel que on pourra uniquement se baser là-dessus. Oui. Marianne Louis, on entend donc la nécessité d'encadrer plus, d'encadrer peut-être mieux, de garantir des trajectoires qui permettent une ascension et des trajectoires résidentielles pour les locataires occupants. La nécessité aussi de travailler sur l'équilibre territorial. Quel est votre... si vous étiez médecin et que vous deviez faire une ordonnance, Marianne Louis, pour le logement social, ce serait quoi ? Alors, je pense que déjà, je regarderai quelles sont les autres prescriptions et je m'interrogerai sur leur opportunité. C'est-à-dire, je crois que le problème, c'est qu'on a beaucoup d'injonctions qui peuvent se contredire et des fois même, on s'en rajoute. Et moi, je tiens à dire qu'à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a aujourd'hui un texte quelque part qui écrit que les bailleurs doivent prendre 1% de leur parc. Et je le dis avec beaucoup de précaution, mais en fait, je vous dis, il n'y a pas de texte. C'est des choses qu'on s'impose à nous-mêmes, c'est des espèces, vous savez, il y a des mantras chiffrés. Je regarde Dominique Bellargent, ça a dû être évoqué à une époque par monsieur apparu ministre, et le mouvement HLM ne s'est jamais engagé à faire 1% de vente par an, et ça ne s'est jamais traduit législativement, et pour avoir suivi de près les discussions au moment de la RLS, qui était une période assez tendue, le ministre du Logement de l'époque, Julien Denormandie, avait lui-même fini par convenir que 1% n'était pas atteignable. Donc j'invite tout le monde à ne pas se sentir en défaut quand il ne fait pas 1%, puisqu'on ne vous demande pas de faire 1%, parce que tout le monde sait bien qu'1%, ça n'est pas possible. Donc, et ça n'est pas possible dans le modèle actuel du logement social, et c'est un petit peu ça le sujet. C'est-à-dire, soit on se dit... la vente HLM, c'est un système massif qui permet de refinancer la production. Mais si ça devient massif, ça veut donc dire qu'on vend beaucoup de logements. Si on vend beaucoup de logements, ça veut dire qu'on n'essaye pas de faire augmenter le nombre de logements sociaux en France. C'est-à-dire qu'on se dit, on a 4,8 millions, 5 millions de logements, c'est bon, c'est assez, et dorénavant, on doit en vendre autant qu'on en construit. Voire même un peu plus. C'est ce qu'on a pu connaître en Grande-Bretagne, c'est ce qu'on a connu à Berlin, etc. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on fait le choix de se dire, il y a toute une partie de la population à ressources modestes qui ne se verra jamais proposer un logement social et ils iront sur le marché libre se loger comme ils peuvent, etc. Mais je dis ça, mais par exemple, c'est le choix qui avait été fait en Grande-Bretagne quand il y a eu des plans de vente massifs. Et moi, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ce soit ça le choix, en tout cas de la mise du logement des missionnaires là. Je n'aurais pas complètement parié sur le précédent. Mais en tout cas, là, j'ai pas l'impression qu'on soit... Non, mais je le dis franchement, même si on n'est jamais allé au bout de la discussion, mais voilà. J'ai pas l'impression que ce soit ça l'intention aujourd'hui. Donc on est bien normalement dans une posture sur la vente qui est la posture un peu, je dirais maintenant classique, traditionnelle, de dire la vente, elle est là pour favoriser le parcours résidentiel. Ça, c'est un point important. Et elle est là pour apporter un complément de fonds propres. Bruno Coquemont parlait de 5 à 7%, donc c'est pas négligeable. Mais le gros du financement, il doit quand même se faire par d'autres sources. Et effectivement, je crois
qu'à un moment, on peut pas espérer faire beaucoup plus en volume. D'abord parce que si on parle de parcours résidentiel, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, ça a été montré par les travaux, pour que ce soit du parcours résidentiel, il faut que la vente s'adresse à des ménages modestes, idéalement des locataires ou à défaut de locataires, d'autres ménages modestes. Or, quand on a des volumes trop importants de vente, ce public-là n'arrive pas à les absorber, parce qu'il est prioritaire, mais il n'arrive pas à les absorber. Et donc, l'acquisition se fait par des ménages non modestes qui font un investissement locatif. Donc, d'un certain point de vue, si demain on décidait de faire 50 000 ventes, ça n'est pas aux ménages modestes que ça profiterait dans le parcours résidentiel. Ça profiterait à des investisseurs locatifs. Bon, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a aucun bailleur qui se lève en se disant « Tiens, je vais vendre des logements pour favoriser l'investissement locatif ». Donc, de toute façon, on arrive un petit peu à la limite. Et l'autre point de tension, j'évoquais le point de tension sur le modèle, il y a un autre point de tension pour moi qui est très important, et j'ai bien aimé le témoignage de Clermont, c'est celui du lien avec les territoires. Et je le dis parce que c'est un sujet qui va être déterminant dans les mois qui viennent, dans les mois qui viennent sur les CUS, les conventions d'utilité sociale. Soit on se dit, le problème c'est que la politique du logement c'est une politique nationale, c'est en même temps une politique déconcentrée, avec les services déconcentrés de l'État, et c'est aussi une politique décentralisée, parce que les logements on les construit quelque part, il faut des territoires qui attribuent des permis de construire, donc les bailleurs doivent être dans une bonne relation. Quand on entend dire on va faire des CUS de groupe au lieu de faire des CUS par bailleur. Aujourd'hui, la convention d'utilité sociale, elle est par bailleur. Et les bailleurs, ça a été dit, ils vont les présenter aux collectivités. Les collectivités trouvent qu'elles ne pèsent pas assez dans les CUS, mais elles sont quand même informées de ces CUS et elles en discutent. Quand on vous dit c'est plus simple, on va arrêter, faire 150 000 CUS, etc. On va faire des CUS de groupe. Donc, on va signer, ici d'ailleurs, et sans, je sais qu'il y a des gens de la DHUP sans aucune animosité à leur égard, mais l'État va suivre les CUS des groupes. Et ça va être beaucoup plus simple. Mais moi, j'ai des gens qui arrivent à me dire ça dans une phrase et qui après me disent il faut renforcer le lien au territoire. Je dis alors ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible parce qu'on ne va pas faire venir tous les maires à Paris pour qu'ils signent le truc en même temps, etc. Donc il y a un moment où il y a des tensions comme ça, il faut les résoudre et il faut bien expliquer ce qui se cache derrière certaines simplifications. C'est compliqué, une politique du logement qui se décline sur les territoires. C'est compliqué. On ne peut pas faire un truc simple et l'adapter à chaque territoire. Il faut assumer cette complexité, ou alors, c'est un autre axe, on dit, après tout, les territoires, ils sont là pour recevoir du logement, ils ne sont pas là pour donner leur avis. Mais en tout cas, on ne peut pas entretenir l'illusion que ça se résout complètement cette problématique. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Parce que ce n'est pas un sujet anecdotique, les CUS de groupe. Non, c'est absolument pas anecdotique. Et pour le coup, Bertrand Butet nous rappelait en fait à quel point on peut avoir des logiques territoriales de rééquilibrage, des logiques de reconstruction de la ville sur la ville, de rénovation urbaine, de mixité sociale, etc. Et finalement, parce que vous avez des bailleurs qui fonctionnent en silo, pardon, et c'est pas, je fais juste une remarque, on a quand même besoin à un moment que le politique se réinvite dans cette valse-là. Peut-être là-dessus, rapidement, Bertrand Butet, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que vous disiez tout à l'heure, après tout, nous, c'est possible parce qu'on est petits et qu'ils sont 4. Mais à l'aune d'un plus grand territoire, on peut se dire que oui, on veut un peu de simplification, réunir tout le monde. On est dans le jeu effectivement, faut arriver à lier les contradictions. C'est souvent, on parlait de ça ce matin, un peu les injonctions contradictoires. C'est ça la complexité aussi. Il faut arriver à simplifier, mais dans cette simplification, il ne faut pas oublier la complexité parfois locale. C'est de la dentelle fine aussi, finalement, des politiques de vente sur un territoire. On parle d'analyse sur des secteurs iris, parfois dans une rue, sur une résidence. Donc forcément, on ne peut pas imaginer une sorte de plan de vente sans qu'il y ait eu une analyse vraiment partagée avec l'élu local, avec aussi les techniciens qui s'occupent de ces questions sur une collectivité. Enfin, il me semble en tout cas. Ouais, mais ce qui veut dire en fait aussi un changement de pratique en termes de gouvernance. Enfin, c'est là, mettre tout le monde autour de la table, aller du technicien, comme vous le disiez à l'instant, à la plus haute direction. Là, la question des CUS et d'une signature de groupe, moi, ça me dépasse un peu en toute franchise. Ouais. Ça, j'ai pas d'avis sur la question. Vous, par exemple, de manière très concrète, qu'est-ce que ça a impliqué en termes de mise en œuvre ?
Pour nous, en tout cas, pour l'exercice des CUS, en fait, chaque bailleur nous a proposé une rencontre. Hein, donc, on a balayé l'ensemble de la convention dans toutes ses dimensions. On a donné notre avis, mais on s'est rendu compte que sur l'aspect de la vente qui nous occupe aujourd'hui, on était très loin d'avoir un temps d'échange satisfaisant. On n'était pas en capacité d'avoir un dialogue en finesse. C'est pour ça qu'on a pris le parti d'élaborer une charte qui vaut ce qu'elle vaut, mais au moins ça fixe un cadre local. On s'est mis d'accord localement sur ce qu'on imaginait comme une vente dite responsable. C'est un bien grand mot, mais en tout cas, on s'est mis d'accord. Donc je pense qu'il faut avoir ces espaces de dialogue et d'échange localement. Et après, pour le reste, effectivement, c'est une vaste question. Juste pour dire, quand j'évoquais le silo, c'était aussi dans un contexte très particulier. La RLS était sortie du chapeau, entre guillemets. Les CUS, il y avait un délai qui était très très court. Les organismes ont dû se mettre en ordre de bataille vraiment sur un délai de quelques mois. C'était un contexte très particulier. C'est pour ça qu'en fait, il y a eu cette approche de silo. Le reste du temps, en tout cas sur notre territoire, c'est des approches souvent concertées, de dialogue et d'échange. L'interbailleur joue un rôle intéressant, les 4 organismes dialoguent. Mais c'est vrai que sur cette question-là et dans ce contexte-là, il fallait effectivement arriver à contrecarrer une approche en urgence qui n'allait pas être satisfaisante. Voilà. Alors justement, Mathilde Cordy, je me tourne vers vous. L'idée de réguler les politiques de vente, on le voit, elle est quand même centrale. Et quel est le rôle des collectivités là-dedans ? Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites, hein, donc je vais peut-être refaire un tout petit retour en arrière par rapport à ce qu'on... Il marche le micro, oui. Donc oui, quand même redire, et ce qu'on a déjà dit ce matin, mais que plusieurs des travaux des équipes de recherche, je pense à l'équipe EVS, à l'équipe LAT Claircé, nous montrent que finalement, la vente HLM, elle a pour effet de concentrer le patrimoine locatif social dans les quartiers les plus populaires, les moins valorisés. C'est là où on va avoir tendance à moins en vendre. Et puis, à contrario, à participer à un retrait du parc locatif social dans les quartiers les plus valorisés. C'est là où on va avoir tendance à plus en vendre. Si on partage ce constat-là et si on regarde aussi ce que les équipes de recherche nous montrent, c'est pas qu'une question de perdre en stock de logements locatifs sociaux, mais c'est aussi la question du renouvellement du parc, puisque donc la vente HLM est censée nous permettre aux organismes HLM de développer leur patrimoine. Et il y a plusieurs travaux de recherche qui montrent que l'offre neuve produite par ces effets-là va produire une offre avec des loyers plus élevés. Et finalement, on va avoir un retrait de l'offre abordable, accessible aux ménages modestes, c'est-à-dire PLAI et inférieur dans le stock de logements. Et donc oui, ça pose vraiment la question à l'échelle des territoires et la question des contradictions avec tous les efforts qui sont faits par ailleurs par les collectivités locales, notamment en matière d'équilibre de l'habitat et notamment dans le cadre de leur programme local de habitat. Et on le voit bien aussi, notamment avec l'intervention de Claire Bruat ce matin, c'est la métropole européenne de Lille, c'est pas n'importe quelle collectivité. Et pour autant, on sent bien que le PCI a pas vraiment le leadership à l'échelle du territoire pour pouvoir, ne serait-ce que suivre, sans parler de réguler, ne serait-ce que suivre, connaître le développement de la vente HLM sur son territoire et ses impacts. Et puis après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la démarche, par exemple, dont vous témoignez, elle est, je pense, assez rare, et que le gros des intercommunalités, en fait, ont assez peu de visibilité, malgré les obligations réglementaires, assez peu de visibilité sur les CUS, et sur la vente HLM, assez peu de visibilité, où s'il y a dialogue avec une collectivité locale, c'est plutôt à l'échelle de la commune, et les intercommunalités voient quand même ça de très loin. Une fois qu'on a dit tout ça, et l'exercice était de proposer des propositions pour se tourner vers l'avenir, on pourrait en retenir 3. Une première, ce serait d'inscrire des objectifs quantifiés, territorialisés de la vente HLM dans les programmes locaux de l'habitat. En tout cas, voilà, trouver... Alors, le PLH, c'est le document structurant pour un EPCI, pour sa politique locale de l'habitat. Y inscrire des objectifs quantifiés en termes de localisation, mais aussi de caractéristiques de l'offre vendue. Vous avez évoqué la question des typologies. Je pense que c'est vraiment un sujet majeur aujourd'hui. On sait qu'il y a une pression de la demande de plus importante sur les petites typologies, parce que baisse de la taille des moyennes, de la taille moyenne des ménages, évolution sociologique, etc. Or, le parc locatif social, il est plutôt composé de grands logements.
il y a, je pense, vraiment un enjeu d'essayer de sécuriser une offre de logement locatif social de petite typologie. Et puis évidemment sur les niveaux de loyer. Et du coup, la deuxième proposition, ce serait d'intégrer des critères de sélection des biens mis en vente, au-delà des critères qu'on a actuellement qui sont fixés par la loi Elan, et d'intégrer le critère de l'accessibilité financière du bien, encore une fois, pour éviter le risque que la vente HLM vienne aggraver la crise du logement sur les territoires. Et dernière proposition, mais on en a aussi beaucoup, ça a été beaucoup évoqué ce matin, et je pense que ça serait peut-être intéressant si des bailleurs sont dans la salle et peuvent en témoigner. Mais il paraît assez évident que la vente HLM en BRS constitue un outil intéressant. Je pense que cet outil il a plusieurs intérêts, mais si on n'en cite que deux, ça permet de sanctuariser la question de la lutte anti-spéculative, au-delà des 5 ans dans la vente HLM classique. Et puis, ça permet d'élargir les cibles de la vente et très certainement de vendre à plus de ménages à des revenus modestes qu'en vente classique, et donc, in fine, à plus de locataires du parc social, alors qu'on a dit ce matin que quand même aussi un de nos résultats, c'est qu'une partie des locataires du parc social n'ont pas les capacités d'accéder, même dans le cadre de la vente HLM. Merci beaucoup Mathilde. Mathieu, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, alors c'est vraiment un rebond minuscule, mais qui va vraiment dans le sens de ce qu'a dit Mathilde au sujet des petites typologies. Mathilde a insisté sur le fait que c'était important de les conserver. Ce qu'on a aussi observé dans les analyses quantitatives qui ont été faites à la fois dans la région parisienne et dans la région lilloise, c'est que c'est aussi ces logements-là qui étaient les logements qui étaient le plus rapidement revendus et qui étaient les logements qui revenaient le plus rapidement sur le marché locatif privé. Donc ça donne un argument supplémentaire de vigilance sur ces petites typologies. Ouais, alors là-dessus peut-être Marianne Lui, puis Bruno Coquemont. Ah, il est devant vous le micro. Oui, je remercie vraiment. Alors là, c'est bien parce qu'on ouvre plein de questions et ça me renvoie à des discussions qu'on a, etc. Par exemple, je vais prendre un exemple, c'est la vente HLM en BRS. Donc moi, je vois bien tous les avantages de la vente HLM en BRS. D'abord, s'assurer que l'occupant est vraiment propriétaire occupant et que c'est pas un investissement locatif. Alors ceci dit, vous voyez, ça resserre un petit peu comme je disais, aujourd'hui, il y a quand même un bon tiers des accédants qui ne sont pas des occupants. Donc, ça veut dire que si on vend en BRS, on s'en prive. Donc, on resserre le socle. Et puis, d'autre part, la vente en BRS, elle se fait à un coût moins élevé. Elle se fait un coût moins élevé pour l'accédant, avec une précaution, puisqu'il paye moins cher le bien, mais il va payer à vie un loyer sur l'OFS. Donc le banquier qui est à côté de moi peut dire que quand on paye quelque chose à vie et qu'on est sûr de le payer, c'est une dépense certaine. Donc il faut quand même. Ça s'appelle un loyer. Ça s'appelle un loyer, voilà. Mais il paye un loyer, c'est-à-dire le bien au bien est attaché un loyer. On achète un bien 30% moins cher, à peu près 30-40% moins cher, et on doit à vie payer un loyer pour le loyer du foncier, pour faire simple, la dissociation. Mais aussi, si on l'achète 30 à 40% moins cher, ça veut dire que dans ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'avec la caisse disait, avec 12-14 000 ventes par an, on arrive à peu près à trouver un équilibre pour le secteur, etc. Il faut augmenter le nombre de ventes. Parce que vous les vendez moins cher, donc vous reconstituez moins de fonds propres. Donc ça veut dire que ça doit pousser, paradoxalement, on rendrait la vente obligatoire uniquement en BRS. On dirait on ne peut plus vendre qu'en BRS. Pour que les bailleurs maintiennent leur niveau d'investissement aujourd'hui, c'est-à-dire leurs enjeux de rénovation énergétique et une production de mémoire dans l'étude de la Caisse, on tourne autour de 70-75 000 logements par an, ce qui n'est pas beaucoup. On ne ferait plus 14 000 ventes HLM, il faudra en faire 30 à 40% de plus. Donc vous voyez, par rapport aux conséquences de la vente que vous avez décrites sur la baisse des petites surfaces disponibles, etc., ça accélérerait ce mouvement-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste qu'il faut bien réfléchir aux enjeux de curseur. Voilà. Bruno Coquemont. Oui, d'abord je souscris à tout ce qu'a dit Marianne. Mais c'est un principe. Nous avons un principe de convergence à ma gauche. Et après, effectivement, la vente en BRS, c'est quelque chose qui est intéressant. On en a beaucoup parlé ce matin. Oui, tout à fait. On en parle beaucoup. Alors nous, donc, en tant que financeurs, je dis financeurs, pas banquier. Vous êtes la Banque des Territoires, c'est votre nom, cher Bruno Coquemont. C'est vous qui avez décidé de vous appeler comme ça.
Oui, c'est vrai. Et donc, nous, on finance le foncier dans le cadre des opérations en BRS. Donc, c'est vrai qu'on voit qu'en 5 ans, alors nous, on finance plutôt du BRS accession. En 5 ans, on a multiplié par 10 les volumes. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est assez récent et qui décolle bien. Par contre, sur la partie vente... Partout. Et partout. Ah oui, alors, plutôt dans les zones tendues jusqu'à présent, puisque c'est quand même là où il y a un vrai intérêt. Et par contre, c'est vrai que les opérations de vente HLM en BRS, à ma connaissance, on n'en a fait qu'une seule pour l'instant. Donc voilà. Donc c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, mais de mon point de vue, de notre côté, nous, pour l'instant, c'est très nouveau. Donc à voir. Avec le micro, pardon. Pardon, je me permets, ce serait intéressant d'entendre les bailleurs sur les freins qui expliquent finalement pourquoi ils n'y vont pas plus sur le développement de la vente HLM en BRS. Vous savez quoi? Est-ce qu'il y a des bailleurs dans la salle? Est-ce qu'il y a des... monsieur, est-ce que vous avez... on va vous passer un micro, tant qu'à faire. On va s'autoriser à vous poser la question, si toutefois vous avez... Il y a le micro qui arrive, il est là. Vous pouvez lever la main, monsieur, s'il vous plaît? Voilà. Mathilde, votre vœu est exaucé. Merci, monsieur. Oui, bonjour, Jean-Pierre Comte, Polylogie. Moi, quelle est la question? Mathilde Cordy voulait savoir si vous faisiez du BRS et dans quel cadre. Oui. Alors, le BRS, effectivement, moi, je rejoins ce qui a été dit, c'est encore en démarrage. Hein. Il y a pas, on en parle beaucoup, je ne dis pas que c'est comme l'Arlésienne, mais enfin bon. Les collectivités sont très intéressées parce qu'elles ont le sentiment que ça facilite au niveau foncier, mais encore faut-il trouver quelqu'un qui paye le terrain malgré tout. Simplement, juste un mot sur ce qui a été dit. La personne de la Banque des Territoires, 14 000 logements à peu près, et encore quand tout ira bien. Moi, en tant que bailleur, je ne peux pas ne pas rapprocher cette prévision, qui, en général, vos prévisions sont plutôt valables, des besoins, oui, je le dis comme je le pense, rapprocher cette prévision des besoins en fonds propres pour construire et développer aujourd'hui, en fonction d'une demande qui est pressante, disons, le total n'y est pas. 1 et 1, ça fait 2, ça ne fait pas 3. Donc, les prévisions y compris très modestes, qui ont été rappelés de 75 000, 80 000 logements, sur la base actuelle d'une anticipation, parlant encore d'une anticipation à 2% du livret A si tout va bien d'ici 1 an. Je rappelle qu'à la belle époque, on construisait avec un taux à 0,5% du livret A, et que donc cette époque, d'après tout ce que j'entends, ne reviendra pas. Des prévisions, si tout va bien, de vente aux locataires et à 14 000 logements. Encore une fois, moi je suis, en tant que bailleur, un peu sceptique sur, disons, l'optimisme de ce que j'entends. Merci. Merci beaucoup de cette intervention. Alors, c'est purement technique. Prenez le micro. Non, il n'y a pas encore beaucoup de ventes HLM en BRS. En tout cas, les bailleurs ne se sont pas complètement saisis du sujet pour la bonne et simple raison que la vente HLM en BRS est possible et la publication des décrets, j'ai plus les dates précises, mais en tout cas, je sais qu'elle est postérieure à la rédaction de la génération de CUS dans laquelle nous sommes. Donc en fait, quand les bailleurs ont établi leur plan de vente, les décrets d'application de la vente HLM en BRS n'étaient pas encore publiés, donc par prudence, ils n'ont pas prévu de s'engager dans de la vente HLM en BRS en se disant on ne sait jamais si les décrets ne sont pas publiés, si les textes ne sont pas mis en œuvre, je vais me coincer. Donc on peut tout à fait penser que pour la prochaine génération d'ECUS, s'il y a une animation par les territoires autour de la vente HLM en BRS, ça dépendra aussi beaucoup de la présence des territoires dans la discussion. C'est pas du tout impossible qu'on voit, je dis pas que ça va flamber, mais qu'on voit augmenter le nombre de ventes HLM en BRS. Bertrand Butet, peut-être sur ce que nous a dit à la fois Mathilde et sur cet échange autour du BRS.
Alors nous, sur notre territoire, on a un petit peu de retard par rapport à ça, dans le sens où les organismes, en tout cas certains, sont en train de demander l'agrément. Donc on n'a pas, voilà, de fait, on n'a pas développé encore le produit ni en neuf ni en vente, même si il y a des réflexions en ce sens. Après, on n'est pas non plus le territoire, on n'est pas en territoire détendu, on n'est pas en territoire hyper tendu. C'est une forme de tension intermédiaire, Clermont-Ferrand. Donc on s'est même questionné de savoir si le BRS en neuf avait sa place. Je pense que c'est un produit de niche chez nous, mais sûrement un produit qui peut intéresser certains ménages encore. Ça a du sens sur le plateau central clermontois. Après, voilà. Donc on n'a pas cette expérience, mais ceci dit, dans les prochaines générations de CUS, effectivement, il y aura sûrement cette question qui va être là. Je vous propose d'avancer. Mathieu, on continue avec vous. Est-ce que c'est rentable à terme pour les offices cette vente? A priori, oui. Non, parce que je tire le fil de monsieur, finalement. Vu ce qu'on s'est dit. Mais effectivement, une des choses qui ressort des travaux de recherche qui ont été menés, c'est qu'il y a beaucoup de coûts qui sont associés à la vente HLM, au-delà de ce que les organismes récupèrent par le biais des ventes. Alors, c'est une question des effets de la vente HLM sur le long terme, qui a été posé il y a quelques temps. Il y a des travaux qui ont été menés notamment sous la direction de Lancols, qui avait cherché à mettre en regard les gains liés aux ventes avec les pertes liées à la disparition des loyers à différents pas de temps. Et puis, dans le cadre du programme de recherche, j'ai fait un petit listing là de tous les coûts qui apparaissent dans les travaux associés à la mise en œuvre des ventes, et dont certains sont évidemment pris en compte dans les études préalables, qui permettent d'aboutir au coût que Yoann Miot évoquait ce matin. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas pris en compte. Donc il y a toute la question des travaux avant-vente dans les parties communes pour assurer la pérennité des immeubles, des travaux réalisés dans les logements pour en faciliter la commercialisation. On a vu qu'il y avait des organismes qui parfois pouvaient procéder à des rénovations assez importantes. Des travaux votés par les propriétaires après-vente, y compris quand l'organisme est devenu minoritaire. On a vu le cas dans une de nos résidences d'une résidentialisation qui a été décidée après la mise en vente et qui n'avait pas été prévue par l'organisme. Le manque à gagner résultant de la vacance des logements en cours de commercialisation. On a pu voir en Ile-de-France des organismes HLM qui avaient une quantité de logements vacants liés à la mise en vente assez importante. Des coûts de personnel et de prestations liées à la mise en vente, évidemment au niveau des agents chargés des ventes, des commercialisateurs, de la communication, des coûts liés à la mise en copropriété pour les appartements collectifs. On a vu notamment des copropriétés dans lesquelles il y avait des travaux d'individualisation des appartements assez importants qui devaient être réalisés pour leur mise en vente. Et puis des surcoûts aussi qui sont liés à la gestion des immeubles en copropriété, à travers la nécessité de formation des équipes à la gestion de la copropriété, à travers certaines pertes d'efficacité dans les interventions au sein des résidences, à travers le coût des syndics qu'il faut bien payer eux aussi, et puis à travers aussi des contrats négociés par des syndics, parfois à des conditions moins avantageuses que les contrats dont bénéficiaient les organismes HLM au niveau par exemple de leur fluide. Et à cela s'ajouterait éventuellement le coût de certaines des préconisations des équipes de recherche en matière de suivi et de formation des copropriétaires ou des nouveaux propriétaires. Donc ça contribue juste à interroger un petit peu la pertinence de la vente HLM en tant que dispositif de financement de long terme du secteur social. Et ce qu'on s'est dit, c'est que pour l'objectiver, ce serait intéressant qu'un organisme mène en interne, parce que nous, on n'a pas pu le faire du fait de notre positionnement, une étude en coût global en fait, de la mise en vente d'un immeuble HLM. Mmh. Ce qui est donc du coup en plus à mettre en perspective avec ce chiffre de 14 000 que vous nous donniez tout à l'heure. Mathilde, on continue avec vous parce qu'on a évoqué pas mal ce matin ces copropriétés mixtes et la manière dont ça percute aussi l'activité des bailleurs, mais aussi la réalité des habitants. Là-dessus, il y a quand même un sujet sur l'accompagnement des copropriétaires. Oui. Ce que montrent les travaux de recherche, d'abord c'est que la position dominante des organismes HLM dans la gouvernance de ces copros mixtes, elle peut avoir pour effet de marginaliser les copropriétaires.
ce qui peut provoquer chez eux un sentiment de dévalorisation de leur statut de propriétaire, auquel parfois ils accèdent après un long parcours résidentiel au sein du parc locatif social. Et qui est renforcé quand ils ont du mal à s'approprier le fonctionnement même de la copropriété. Et les travaux, ils montrent aussi que globalement, même si les pratiques sont assez hétérogènes selon les organismes HLM, globalement, l'accompagnement des ménages est plutôt un impensé, ou en tout cas est, on va dire, assez insuffisant. S'il existe accompagnement, c'est plutôt en amont de la vente, l'accompagnement au processus de vente, l'accompagnement à l'achat, mais pas tant sur à la fois la compréhension de ce que c'est une copropriété et d'être propriétaire au sein d'une copropriété, et puis ne serait-ce que sur les risques de l'accession au regard de la sécurité qu'offre le statut de locataire du parc social. Et du coup, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même... ce que je veux, sur le point sur lequel je veux insister, c'est que cet accompagnement, il est important à la fois pour les propriétaires qui font l'apprentissage de la propriété en copropriété et pas dans n'importe quelle copropriété, en copropriété ici, mixte issue de la vente HLM, ce qui est quand même, relève d'une certaine complexité. On l'a évoqué plusieurs fois depuis ce matin. Et puis il y a besoin aussi d'un accompagnement pour les locataires qui restent locataires au sein de ces copropriétés et qui, sans bouger de logement, voient le fonctionnement de leur résidence évoluer, l'apparition de nouveaux acteurs. Auparavant, il y avait un bailleur social, maintenant il y a un syndic, un conseil syndical, des assemblées générales qui prennent des décisions qui vont impacter très concrètement la gestion des parties communes, etc. Et bien souvent, tout ça est quand même assez peu lisible, a priori, pour le locataire. Et donc en termes de préconisation, je pense que c'est vraiment important de se dire qu'il y a des enjeux de concevoir, de capitaliser des vraies méthodes d'outils d'accompagnement, de formation à la copropriété mixte issue de la vente HLM. Donc certainement peut-être capitaliser sur les organismes qui développent déjà ce type de démarche. Et peut-être aussi, parce qu'en fait finalement ça renvoie aussi, ça a été dit plusieurs fois, aux différents métiers des organismes HLM, au savoir-faire des organismes en interne des organismes. Et les organismes ne sont pas tous outillés de la même manière pour développer ces types de métiers. Et donc peut-être aussi que ça pose la question, et ça renvoie encore à la question de l'échelle territoriale, de structurer, consolider des partenariats. C'est-à-dire que les bailleurs ne sont pas non plus tous obligés de prendre à leur charge l'intégralité des savoir-faire et des compétences que la vente HLM demande en amont, pendant et en aval. Sur cette question de l'apprentissage de la copropriété, en fait, il existe déjà tout un tas d'acteurs. Comme vous l'avez dit, un certain nombre de collectivités locales se sont déjà engagées via des outils de l'ANA comme les POPAC, etc. Mais il y a aussi tout le réseau des opérateurs ANA, les ALEC, le réseau France Rénov', etc. où il y a des vraies compétences de formation, de pédagogie, d'accompagnement que les bailleurs pourraient peut-être davantage mobiliser. Merci Mathilde. Peut-être Marianne Louis, si on doit ramasser à la fois ce qui a été... Pardon, j'ai juste oublié les ADIL. Ah oui, les ADIL. C'est fou tous ces acronymes. Oui. Heureusement qu'on sait de quoi on parle dans cette pièce. Hein. Marianne Louis. Sur à la fois intégrer et vraiment faire un calcul exhaustif de ce qui concourt à la vente HLM et de l'autre, mieux accompagner. Oui, ce serait intéressant de faire ce calcul et je pense qu'effectivement, il faudrait prendre en compte les recettes de la vente, tous les coûts liés à l'avant-vente, les pertes de loyer, mais il faudra aussi prendre en compte le fait que quand on vend un logement, on n'a plus non plus les frais de la gestion locative qui sont liés à ce logement. Donc voilà. Globalement, nous pensons, mais on a déjà fait un peu des travaux là-dessus, je crois, avec la Caisse, il y a longtemps, que je me souviens que Dominique Horace, notre directeur des études, il y a quelques années, avait fait un travail de ce type-là. Et régulièrement, quand on nous disait, vendez des logements, puis on avait des petites réunions dans des coins de table à Bercy, on nous disait, regardez, si vous en vendez plus, on multiplie par 120 000, etc. Ils disaient, non, multipliez plutôt par 60 000. On divisait un peu, mais en tout cas, il y avait quand même, le gain net, il était réel, mais
il est effectivement beaucoup moins significatif il est moins significatif, il est de 40% en tout cas ou 50% en dessous de la valeur absolue. Mais parce qu'effectivement, il y a des pertes de loyer, etc. Donc sur la durée, il faut le compenser. C'est peut-être un travail qui pourrait être mis à jour. C'est un travail qui doit se faire aussi avec les organismes volontaires parce qu'il faut toutes les situations sont pas les mêmes. Là, on parle de la vente comme si tous les logements étaient en collectif. De mémoire, on a un tiers de la vente HLM qui se fait dans des logements qui sont des logements individuels. Donc les travaux avant-vente ne sont pas du tout les mêmes, je pense, sur les logements individuels que sur les logements collectifs. Donc ce serait sans doute à affiner. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un des sujets qui va sans doute contribuer à tasser la dynamique de vente, ou en tout cas à faire qu'elle ne croira pas beaucoup plus. Je rejoins Monsieur Combe. C'est qu'aujourd'hui, donc, on a un tiers des ventes, c'est des logements individuels, et il n'y a absolument pas un tiers du parc en logement individuel. Et on produit de moins en moins de logements individuels en locatif. Donc le produit qui se vend bien, en quelque sorte, qui est l'individuel, petit à petit, on est en train de le tarir. Donc on va arriver à un moment où il n'y aura plus de logements individuels à vendre et donc se posera la question du maintien de ce niveau de vente. Ce qui revient à la question de finalement, est-ce que ce dispositif ne va pas finir par s'étioler petit à petit, mais... Je ne sais pas. En tout cas, je rejoins votre tout à l'heure. Vous avez dit, est-ce que c'est pas beaucoup de bruit pour pas grand-chose? Ce qui est vrai, c'est que ça s'est un peu tassé maintenant. Mais moi, je sais que quand on arrive dans une réunion en cabinet, on nous dit et alors, vous êtes pour ou contre la vente? J'ai envie de dire waouh. Vraiment, là, on n'aborde vraiment pas le sujet central du problème, quoi. Je veux dire, on est vraiment, on se fait, et on a beaucoup essayé d'idéologiser le sujet, alors qu'en vrai, vous le voyez, quoi. C'est un sujet qui est important, qui compte pour la vie des gens, donc il faut y accorder de l'attention. Mais c'est pas, il y a pas, je veux dire, le monde HLM, si on devait le catégoriser, il y aurait pas d'un côté ceux qui sont pour, d'un côté ceux qui sont contre, et au milieu plus rien. C'est quand même un peu plus subtil. C'est un peu plus subtil que ça. Ça dépend aussi des situations géographiques, etc. Donc bon. Et puis c'est vrai que les questions de l'avenir du financement et de la capacité d'investissement des organismes en production et en rénovation ne peut pas trouver que sa solution dans un tableur Excel en rajoutant un peu de vente HLM. Ça, c'est évident. On reviendra sur ce que nous a dit Mathilde. Bruno Coquemont, j'aimerais bien qu'on tire ce fil justement sur la réalité du coût du prix, des frais. Alors nous, c'est pas quelque chose qu'on matérialise le coût induit par la vente. Ça c'est sûr. Après, on voit bien que quand on vend, on a une perte de rente locative. Et donc ça, c'est un effet net pour le bailleur, c'est-à-dire qu'un bien qui était déjà amorti, donc qui générait de l'autofinancement, il disparaît du bilan. Et donc il y a un gain instantané, mais derrière on n'a plus cette rente. Donc ça, c'est vraiment un effet. Et alors c'est vrai qu'on n'a pas fait cet exercice, il faudrait qu'on le fasse, de faire une vision globale avec les plus et les moins, et j'avoue que je serais assez curieux de savoir ce que ça donne. Voilà ce que vous allez lancer. Voilà, pour l'année prochaine. Peut-être, Marianne, je vous redonne la parole. Mathilde Cordier nous disait, face à la réalité de ce qu'est la copropriété mixte, il y a une nécessité aussi d'accompagner les locataires, de gérer ces espaces pour ne pas non plus qu'à terme, et on en a beaucoup parlé ce matin, cela devienne des copropriétés dégradées. Vous, ça là-dessus, est-ce que vous commencez est-ce que il faut se projeter sur cet accompagnement? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, globalement, la question de la copropriété, c'est un sujet qui gagne tous les bailleurs. Parce que ce soit par la vente HLM ou par le développement d'acquisition en VFA avec ce qu'on appelle les servitudes de mixité sociale, où on a pu acheter un tiers des opérations, etc., on a de plus en plus de logements qui sont en copropriété. Sur 4,8 millions, je vais compter que les logements familiaux. De mémoire, on en a plus de 800 000 aujourd'hui en copropriété, et ça ne va aller qu'en croissant. Donc de toute façon, pour les bailleurs, et vous voyez, ce n'est pas les 14 000 de ventes qui font le gros du volume de ce qu'on a en stock de copropriété aujourd'hui. Donc effectivement, développer pour les bailleurs, dans leurs équipes, des personnes qui sont capables d'aller aux AG de copropriété, de défendre l'intérêt du bailleur en tant que propriétaire, de suivre les copropriétés, etc. C'est un sujet qui est... c'est un nouveau métier. En tout cas, c'est un métier qui existe déjà, mais c'est un métier qui se développe maintenant chez la plupart des bailleurs qui ont du patrimoine en copropriété. Ça, c'est le premier point, c'est être un propriétaire
et actif et utile dans la copropriété. Puis le deuxième sujet, c'est comment un locataire qui va devenir propriétaire, comment on l'accompagne dans le fait qu'il devienne propriétaire. Il y a ce que vous avez décrit, il y a l'amont, c'est-à-dire le financement, la réflexion sur le taux d'effort, etc. Heureusement, le bailleur n'est pas seul, et de ce point de vue-là, c'est pas la Banque des Territoires qui le fait, mais il y a aussi des banques qui sont là pour accompagner les futurs accédants et évidemment surveiller cette question du taux d'effort, puisque surtout quand c'est des locataires qui vont passer à l'accession, donc c'est pas pour rien qu'il y a des ratios maximum d'endettement et qu'il y a toute une réflexion qui est faite sur pourquoi certains ménages peuvent emprunter et pas d'autres, c'est aussi cette question-là. Et puis après, l'autre sujet, c'est une fois que je suis copropriétaire, est-ce que je continue à être accompagné? Alors ça, c'est un sujet compliqué. C'est comme le logement accompagné. Est-ce que sous prétexte qu'on est... Moi, je partirais pas du postulat que sous prétexte qu'on est un ménage modeste, on est moins autonome et moins capable d'être propriétaire qu'un ménage riche. Je vais le dire comme ça. Parce que sinon, c'est la même chose pour le logement. Sous prétexte qu'on est un ménage modeste, est-ce qu'il faut que quelqu'un vienne vérifier que vous avez bien mis du riz et des pâtes dans votre frigo pour vos enfants? Il y a un petit côté un petit peu infantilisant. Donc je pense qu'on ne peut pas systématiser. En tout cas, nous, le logement social, on ne se place pas dans cette perspective. Il y a des ménages aux ressources modestes qui savent parfaitement, et heureusement, et il y en a des millions en France, et sans doute elles sont les plus nombreuses, qui savent parfaitement gérer leur situation. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, elles savent, en tout cas, elles connaissent les risques et elles savent le faire. Donc je ne suis pas pour l'infantilisation de tout le monde. En revanche, effectivement, il faut que si un primo-accédant et un accédant récent rencontrent des difficultés, le bailleur puisse participer à lui proposer une aide et un accompagnement au moins pendant un certain temps les premières années. Mais après c'est pareil, ça peut pas être éternel. Mais en revanche, je pense que ça part d'un bon sentiment de dire ça, mais projetons-le sur des locataires HLM où on se dirait sous prétexte qu'ils sont au SMIC, on va aller vérifier qu'ils tiennent bien leur compte, quoi. Ça fait un peu fin du 19e cette affaire, quoi. Voilà. Répondez rapidement Mathilde et ensuite Bertrand Butet. Je comprends et je partage ce que vous venez de dire. Simplement, peut-être pour préciser, c'est vrai que nous, on a constaté dans nos terrains des acquéreurs qui n'avaient pas qui avaient mal anticipé ce que ça voulait dire de devenir propriétaire dans le cadre de la vente HLM, avec des vrais sujets d'incompréhension technique. Et de la même manière qu'il y a un enjeu de professionnalisation et de développer des métiers, notamment au sein des organismes sur le sujet, c'est plutôt la question d'accompagnement, de professionnalisation à la copropriété, de monter en compétence, et de monter en compétence plutôt que de prendre les ménages modestes pour des incapables, ce qui n'était évidemment pas votre propos, évidemment. Bertrand Butet. On a dit plein de choses, mais j'imagine que sur la dimension accompagnement, sur la dimension copropriété dégradée, risque, etc., qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors l'accompagnement, oui, il est nécessaire. On citait la DIL. Je pense que la DIL, effectivement, est en mesure aussi de jouer un rôle par rapport à ça, c'est évident. Et puis chaque organisme, je pense, est responsable aussi et fait le nécessaire en interne, je suppose, pour former ses équipes. Donc c'est évident que ça s'accompagne et il n'y a pas de souci avec ça. Nous, on n'a pas cette situation, en tout cas pour les copros dégradés. C'était un des risques, effectivement, c'est une crainte de nos élus. C'est vrai que quand la vente est montée en puissance, c'était le risque de ces fameuses copropriétés dégradées. On ne l'a pas aujourd'hui constaté sur notre territoire. On a bien des copropriétés en fragilité, mais c'est plus dans l'accompagnement qu'on fait sur les secteurs en renouvellement urbain, en ANRU, où on suit une dizaine de copropriétés fragilisées. Mais bon, ça n'a rien à voir. Dans les faits, c'est un peu dissocié de la vente HLM. C'est complètement autre chose. Donc on n'a pas identifié à ce jour, en tout cas, ce risque-là. Après, ça s'apprécie dans le temps, dans la durée, d'où la nécessité d'observer. C'est ce qu'on travaille actuellement avec les organismes. On est en train de les revoir aussi au regard de ce qu'on avait conventionné, en tout cas de cette charte, pour essayer d'établir sur des indicateurs de suivi pertinents afin de voir dans le temps comment tout ça se met en place et est-ce qu'il y a des risques ou pas avérés ou est-ce que finalement tout a bien fonctionné. Voilà, je pense que l'observation est essentielle. Allez-y. Tout petit mot sur cette question de l'observation et du suivi, elle me semble vraiment intéressante et importante pour la vie des copropriétés, notamment parce que le basculement
d'une situation à l'autre peut être rapide et soudain. On a travaillé sur une situation, nous, d'une copropriété dans laquelle il s'est avéré qu'il y avait un syndic malveillant qui est parti avec le fonds de travaux, ce qui aurait pu se passer dans n'importe quelle copropriété. Hein, c'est pas propre à la copropriété HLM. Il se trouve que c'est une des copropriétés sur lesquelles on a travaillé, donc pas de chance. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que le bailleur, pourtant copropriétaire, mais devenu copropriétaire minoritaire, a mis du temps avant de se rendre compte de la situation et avant d'être informé de la situation. Et ça a forcé ensuite ces équipes à un surinvestissement de travail sur la copropriété. Donc là, on voit qu'il y a vraiment, dans des situations comme ça, qui sont des situations exceptionnelles, hein, bien évidemment, mais un enjeu qui ensuite peut être coûteux ou complexe pour les équipes du bailleur. Mmh. Bruno Cocon, est-ce que ça, vous le voyez venir, ce risque ? Alors, déjà, loin de moi l'idée de faire le lien vente HLM, copropriété Évidemment. dégradée. Attention. Mais c'est vrai, et j'élargirais, on dit copropriété dégradée, copropriété fragile. Parce que déjà, une copro fragile, c'est déjà, faut déjà la suivre. Aujourd'hui, côté Banque des Territoires, on intervient un petit peu sur les copros dégradés, mais finalement assez peu. Mais c'est quelque chose qu'on regarde. Ce qu'on retient, nous, des travaux qu'on mène sur les copropriétés, sur la rénovation des copropriétés, c'est que c'est extrêmement complexe et qu'il faut absolument éviter de tomber dans ce schéma-là. Donc il faut tout faire pour l'éviter. Aujourd'hui, on le voit bien, nous, quand on travaille sur du logement social avec des bailleurs sociaux, entre guillemets, c'est facile. Parce qu'on a des partenaires, il y a des gens qui savent faire et il y a quelqu'un qui prend la main. Quand on travaille sur une copro qui est en difficulté, quand on étudie ça, eh ben on a de multiples interlocuteurs et ça devient très compliqué. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour moi de s'assurer que on ne tombe pas d'une vente HLM à une copro dégradée. Et on en a effectivement beaucoup parlé aussi ce matin. On va vous laisser la parole. Je suis certaine que vous avez quelques questions à poser. On va commencer par Madame au troisième étage, j'allais dire. Est-ce qu'il y a d'autres... Madame, est-ce que vous pouvez relever la main ? Ouais, top. Merci. Oui, bonjour, je me permets de réintervenir et faire 2-3 remarques par rapport à ce qui a été dit tout de suite. Premièrement, sur la question j'ai entendu tout à l'heure que on vendait plus à des propriétaires non occupants, plus on montait au nord. Je ne crois pas que ce soit tout à fait vrai. Le travail qui a été fait, il a été fait sur un bailleur pour mon enquête, et je pense que si l'équipe de Johan Mio et Cécile Vignal avait enquêté auprès de plusieurs bailleurs dans les Bouches-du-Rhône, on aurait sans doute des résultats proches. Donc attention à ne pas aller trop vite en besogne. La deuxième chose que je voulais signaler, c'est qu'en fait la question finalement de la vente HLM, je me demande si c'est pas la question au fond de comment on finance et l'autofinancement, et finalement est-ce que l'autofinancement est souhaitable. Donc grande question, mais je pense que c'est la question de fond qui nous occupe aujourd'hui finalement sur la vente HLM. Et dernière chose, tout à l'heure j'ai entendu que par rapport aux ménages modestes, on ne pouvait pas être surplombant, les accompagner, etc. Je voudrais quand même dire que dans l'accession à la propriété, il y a quand même un rapport de classe qui se joue, qu'en fonction de son parcours sociologique, de est-ce qu'on a été sensibilisé à qu'est-ce que l'accession, comment ça se passe, quels en sont les enjeux, on peut plus ou moins bien vivre cette accession à la propriété. Et juste un exemple, les collègues là qui ont travaillé sur les copropriétés, ils ont pu démontrer en fait qu'il pouvait y avoir des difficultés dans la mise en copropriété. Et dernier exemple sur la question de la rénovation thermique. Vous avez des ventes de logements sociaux qui se font et les propriétaires, les futurs accédants ne savent pas qu'ils vont devoir rénover thermiquement les logements. Et ça crée des formes d'endettement non anticipées. Voilà, donc juste, c'était pour faire ces petites remarques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou est-ce qu'on peut mettre en débat la question du financement ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, il y a des questions en ligne.
Alors, une remarque d'une personne du chat qui a souligné qu'il y avait eu 385 ventes HLM en BRS à fin d'année et 1312 en projet. C'est les données de l'Observatoire foncier solidaire France. Et sinon, plus une question toujours sur la vente HLM en BRS, une personne qui s'interroge sur le fait que en BRS, les travaux sont en partie votés par le bailleur. Donc c'est plutôt une question qui s'adresse au bailleur, et d'y voir un risque que ça renforce encore la place du bailleur et une difficulté supplémentaire pour faire en sorte que les ménages s'approprient justement la vie dans la copropriété. Merci beaucoup. Je vous propose de tenter de répondre. Bertrand Butet, est-ce que sur la place peut-être de la collectivité, sur le financement, je sais que c'est pas vous qui allez avoir une idée sur le financement, mais sur l'accompagnement peut-être, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Non, mais la question du financement est importante. Enfin, en tout cas, c'est un peu le filigrane. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais oui. D'ailleurs, on a des organismes qui aujourd'hui nous expliquaient qu'ils repensaient leur modèle justement sur la construction neuve, à savoir qu'avant, ils construisaient, puis après, ils faisaient un prêt auprès de la Caisse des dépôts et au bout de 40, je ne sais pas combien d'années, c'était remboursé. Aujourd'hui, ils réfléchissent à des programmes dont une partie seront mis en vente à 20 ans. Voilà, pour redonner un peu de trésorerie et arriver à boucler l'équilibre sur du long terme. Tout ça est très théorique parce que dans 20 ans, qui sait justement la capacité à vendre, personne n'a de boule de cristal, c'est compliqué, il y a plein de facteurs exogènes. Mais c'est pour dire que simplement, aujourd'hui, la réflexion de la vente, c'est rentrer dans des opérations plus complexes à monter, plus onéreuses. On a eu l'inflation. Ce que j'expliquais, refaire la ville sur la ville, parfois c'est des terrains pollués. Ça coûte extrêmement cher aussi, la dépollution, l'amiante, etc. Donc c'est des vraies questions de fond, le modèle économique. La vente d'ailleurs, un des partis pris quand ça a été impulsé, c'était justement la capacité des organismes à poursuivre justement des investissements massifs, que ce soit sur le neuf ou que ce soit sur la rénovation. D'ailleurs la question elle était intéressante sur les étiquettes énergétiques, ou en tout cas le fait de personnes qui devenaient propriétaires sur des résidences qui allaient devoir être rénovées. On a vu que la loi permettait de vendre sur les étiquettes E, et puis la loi climat et résilience indique au demeurant que d'ici 2034, si ma mémoire est bonne, on ne pourra plus louer les logements en étiquette E, alors sur du locatif, pas quand on est propriétaire. Mais bon, ça pose quand même une question de fond. Et c'est vrai que c'est pas le sujet du jour, mais la loi climat et résilience et les étiquettes énergétiques, c'est un vrai sujet aussi hyper intéressant à creuser, peut-être aussi encore une fois sur les programmes de recherche. Nous, donc l'agence d'urbanisme avec l'ADEME a déterminé que sur notre territoire, Clermont-Auvergne Métropole, et par rapport à cette loi climat et résilience, sur un parc de 47 000 logements locatifs privés, donc il y a 34 000 logements locatifs sociaux, c'est presque 20% du parc, 9 000 logements qui pourraient potentiellement ne plus être loués s'il n'y avait pas ces travaux de rénovation. Alors autant ça fait, 15 ans qu'on bosse avec les bailleurs pour rénover leur patrimoine et on arrive presque au bout, je dis presque, parce que si avec le nouveau DPE et le fait que les bailleurs réétiquettent leur parc, on s'aperçoit que finalement, il y a des logements qu'on pensait être dans la bonne étiquette qui basculent dans des étiquettes énergivores. Donc ça veut dire qu'il y a un nouvel effort à conduire aussi avec eux. Mais dans les faits, il y a un enjeu massif, je trouve, sur le parc locatif privé qui souvent joue un parc social de fait. C'est ce qu'on dit, il y a une partie des locataires du parc privé qui pourraient tout à fait rentrer dans le parc social, qui n'y sont pas. Voilà. Mais si demain, ce parc-là, une partie est mise en vente parce que justement on ne peut plus louer ou reste vacant, il y aura un contexte extrêmement contraint qui va encore plus pressuriser le locatif social. En tout cas, ça veut dire que la demande va encore être croissante dans un contexte de paupérisation. Et donc c'est vrai qu'on voit bien que tout est lié finalement. On parle de vente, on parle de plan de financement, de capacité, de rénovation. C'est un ensemble. C'est pour ça qu'il faut bien penser les politiques publiques dans toutes les interactions qui peut y avoir entre elles. Donc c'est passionnant. Oui, allez-y. Allez-y Mathilde. Pardon. Je voulais faire une réponse en partie à Johanna, mais qui du coup a dû quitter la salle parce que j'imagine qu'elle devait prendre un train. Mais sur la question, parce que du coup on l'a pas abordée, et c'est elle qui l'a soulevée, la question de l'anticipation des travaux. Nous on l'a observé sur nos terrains de recherche. Des ménages qui se sont retrouvés en difficulté après l'achat parce que les travaux avaient été mal anticipés ou en tout cas pas rendus assez visibles pour eux. Sur ce sujet, il faut préciser qu'il y a eu une évolution réglementaire puisque nos terrains ils concernaient des logements qui avaient été mis en vente il y a un certain nombre de temps.
Or, c'est que depuis 2017 qu'il y a cette fameuse obligation de fournir le diagnostic technique global, là, le DTG, qui donne à voir davantage, normalement, la prévision des travaux et qui doit être intégré au plan pluriannuel de travaux de la copropriété. Mais je pense que c'est encore pas assez suffisant et qu'il y a certainement des enjeux de travailler un cahier des charges adapté au temps long des copropriétés mixtes issues de l'avantage HLM pour ce document DTG. Et au-delà de ça, encore une fois, de travailler à l'appropriation de ce que ce document veut dire et qu'on arrive à bien mesurer tous les coûts que vont générer ces travaux et voilà. Et l'entrée dans la copropriété. Et l'entrée dans la copropriété. Et parce que c'est, je pense, assez fondamental pour les bailleurs d'être vigilants à ça. Parce que nous, ce qu'on a pu observer, c'est que un des constats, c'est que quand on a des ménages modestes qui se retrouvent étranglés parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de faire face aux travaux qu'ils n'avaient pas anticipés, ils revendent leur logement dès qu'ils le peuvent, et c'est l'entrée dans la copropriété, notamment potentiellement de propriétaires bailleurs privés, ce qui vient encore plus complexifier la chose. Mathieu, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, c'était un rebond sur la mention qui était faite de programmes avec une mise en vente de programmes de logements sociaux avec la possibilité d'une mise en vente à 20 ans que vous évoquiez. Il se trouve que nous, c'est une des questions qu'on s'est un petit peu posées dans notre équipe en se demandant si on n'allait pas, avec cette valorisation qu'il y a pu y avoir en 2017-2018 de la vente HLM, même si on a vu ses limites aujourd'hui, vers un modèle de logement social temporaire, à durée limitée, qui posait question évidemment à plusieurs points de vue, du point de vue de la pérennité du parc social bien évidemment, mais aussi parce qu'il s'inscrit dans un choix que font les politiques publiques depuis au moins les années 2000, qui est un choix d'essayer de produire de l'occupation sociale sur un temps limité. Ce qu'on voit à travers ce dont on parlait ce matin, mais les dispositifs Pinel, etc., qui ont, alors on n'est pas dans du logement social, je suis bien d'accord avec vous tous, mais qui ont quand même des limites sur leur niveau de loyer et sur leur occupation, mais pendant un temps limité. Ce modèle-là, qui avait été aussi développé par l'ANA dans le parc ancien, et puis dans le logement social et aux frontières du logement social, le développement de dispositifs comme l'usufruit locatif social, qui est intrinsèquement limité dans le temps, de dispositifs comme le logement locatif intermédiaire, qui a une possibilité de revente à partir de 11 ans, puis 16 ans, puis ensuite la totalité. Et une des interrogations qu'on essaye de porter dans un des focus, c'est est-ce qu'il n'y a pas un point de vigilance à avoir sur cette dimension d'un logement temporairement social, d'une part, et d'autre part, l'idée m'échappe, mais est-ce que, si elle me revient, est-ce qu'il ne faut pas être vigilant aussi à la façon dont on appelle tous ces logements, puisqu'on a tendance aujourd'hui, on l'a vu dans certaines discussions qu'ont des collectivités autour des PLH, à parler de logements abordables pour parler du logement social, du OFS-BRS, du LLI, etc. Et nous, on identifie un petit peu un risque que le logement social, dans ce logement abordable, en fait, soit un peu caché et dissimulé, dilué. Tout à fait. Oui, mais ça, c'est bon. C'est pas comme si on avait failli intégrer le logement intermédiaire dans les calculs de la loi SRU, mais c'est un autre débat. Marianne Louis, peut-être, il y a à la fois... vous tirez le fil que vous voulez, et puis on finira avec comment on finance le logement social. Ah, très bien. Non, il y a deux gros sujets là qui sont évoqués, dont le second, effectivement, c'est celui que vous posez. Donc le premier, c'est celui des copropriétés et du risque de fragilisation, etc. Et de comment, dans la copropriété, on informe mieux les nouveaux accédants en copropriété des risques je ne sais pas si c'est un risque, mais en tout cas, ce qu'implique le fait de devenir copropriétaire. Et donc ce à quoi ils doivent s'attendre et la façon dont ils doivent concevoir et prévoir leur budget. Alors pour le coup, tout à l'heure, je disais que les choses étaient compliquées et qu'il fallait assumer une forme de complexité. En revanche, là, je pense qu'on peut quand même chercher une forme de simplicité, c'est-à-dire que qu'on soit nouveau propriétaire ou copropriétaire, c'est la copropriété, qu'on soit nouveau copropriétaire d'une copropriété issue de la vente HLM ou d'une copropriété classique, moi je pense qu'il ne faut pas faire une réglementation différente. Il n'y a pas de raison. Et je vous dis ça d'autant plus que j'ai très longtemps travaillé dans un territoire en Essonne qui s'appelle Viry-Grigny. Grigny
2002, les bailleurs n'y ont jamais mis un doigt, ça n'empêche que c'est une des plus grandes copropriétés dégradées de France. Et que la question de l'accompagnement des copropriétaires, il se pose tout autant dans ces territoires-là, et sur des copropriétés comme ça, peut-être même plus que sur d'autres. Donc renforcer les obligations autour des syndicats de copropriété, les obligations au moment de la vente d'information des futurs copropriétaires, je pense que c'est absolument indispensable, et peut-être même d'ailleurs en amont de la vente, mais au moment parce que à la vente souvent, même si les gens d'un seul coup font c'est horrible, comment je vais faire, c'est trop tard, ils sont devant le notaire et ils signent, c'est plutôt au moment du compromis, renforcer les obligations qui pèsent sur les agents immobiliers et sur les bailleurs quand ils sont professionnels dans l'acte de vente, sur le devoir d'obligation. Mais je pense qu'il ne faudrait pas, je dis, il n'y a pas de raison de ne pas inscrire cette dimension-là sur l'ensemble des copropriétés, parce qu'on voit aussi beaucoup de copropriétés dégradées qui ne sont pas issues de vente HLM, c'est même la grande majorité. Donc s'il y a cette prévention, cette précaution, il faut la porter partout. C'est effectivement pas uniquement au moment de la vente, mais beaucoup plus tôt dans le processus, parce que c'est très dur de renoncer quand on est au moment de la vente. Et c'est sur les agents immobiliers, c'est sur tous les professionnels de la vente, et c'est sur les syndics qu'il faut faire porter un certain nombre d'obligations. Alors après, il y a une question, mais c'est celle que vous posez, comment on finance le logement social? C'est celle qui a été posée tout à l'heure. Alors elle a été posée, elle a dit est-ce qu'on pourrait pas faire du logement social sans fonds propres? Bon, je vais me tourner vers le banquier. Mais aujourd'hui, dans une opération de logement neuf, pour vous donner une idée, en 2023, il y avait à peu près 26 000 euros de fonds propres sur une opération qui en fait à peu près 150 000. En grosse masse, peut-être un peu moins. Donc en tout cas, vous voyez bien que c'est pas négligeable. Si vous devez remplacer ces 20, c'est-à-dire vous mettez 0 fonds propres, il n'y a que du prêt, que de la dette en fait, ça veut dire qu'il faut emprunter beaucoup plus. Ça veut dire qu'il faut rembourser sur une durée... Alors, pour rembourser un emprunt, il n'y a pas 15 000 solutions, il faut avoir des loyers. Donc si on emprunte beaucoup plus, soit il faut des loyers beaucoup plus élevés, ce qui n'est pas le but, soit il faut allonger encore plus la dette. Et on a déjà sur certains dossiers, je regarde la Banque des Territoires, sur le foncier en zone détendue, on est déjà sur des prêts à 80 ans. On est sur de l'octo-foncier. Donc ça veut dire qu'il faudrait pousser une dette encore plus longue voilà. Donc c'est quand même compliqué d'envisager... Alors, s'il n'y a pas de subvention, puisqu'évidemment les fonds propres ou les subventions, en fait, c'est ce qu'on supprimer les fonds propres dans une opération de financement, ça nécessiterait soit de s'endetter sur un beaucoup plus long terme, soit d'augmenter les loyers, ce qui n'est pas la vocation du logement social, soit d'avoir beaucoup plus de subventions. Et ça, c'est un peu la quadrature du cercle dans laquelle on est. Comment on finance, et c'est la question qui était posée sur la vente, comment on finance le logement social? C'est pour ça que la RLS, c'était vraiment un très mauvais coup, parce que normalement, le logement social, il est financé par différentes sources. D'abord et avant tout, on va le dire, les premiers financeurs du logement social en France, ce sont les locataires eux-mêmes, par leur loyer. Dans les patrimoines non amortis, leur loyer contribue à rembourser la banque. Et dans les patrimoines amortis, leur loyer sert à reconstituer des fonds propres qui vont servir à produire de nouveaux logements et à rénover des logements. Donc les premiers financeurs du logement social en France, ce sont les occupants. On n'est pas logé gratuitement dans le parc social, on contribue au financement. Tout ça permet d'avoir des prêts de la Caisse des dépôts, parce que c'est des prêts longs. Il y a aussi les collectivités locales qui contribuent au financement, à la fois par des subventions et par un certain nombre de dispositifs fiscaux autour de la taxe foncière. Il y avait jusqu'à il y a peu l'État. Alors l'État aujourd'hui, à travers l'exonération d'impôt sur les sociétés, les organismes HLM ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, donc c'est un peu la méthode de Bercy, ils vous comptent ce qu'ils ne vous font pas payer. Voilà. Mais en tout cas, le fait est que c'est à prendre en compte, dans le compte du logement, c'est pris en compte, et à travers des dispositifs de subvention. Puis une fois qu'on a fait un peu le tour de tout ça, le reste, effectivement, c'est le financement que le bailleur va réussir à dégager en propre, c'est en revendant des logements et en faisant une plus-value. Parce que s'il le revend au prix, voilà, c'est la plus-value des reventes. Je mets à part les commerces, etc., qui fournissent un peu de loyer, mais c'est quand même pas énorme. Donc on voit bien qu'il n'y a pas 150 000 solutions pour financer le logement social, et que quand vous avez dans un projet de loi qui avait été présenté pas par Valérie Tard, mais par M. Gasbarian au mois de juin, un peu avant, au mois de mai, une disposition, c'était l'article 8, qui disait que tous les loyers pouvaient être augmentés au loyer plafond réglementaire. C'était très clairement et d'ailleurs même nous, Mouvement HLM, on disait tous, même les F et G, c'est sympa, mais on n'en demande pas tant, mais d'un certain point de vue, c'était bien ça la solution qui était trouvée, c'est-à-dire que soit c'est les locataires, soit c'est quoi, il faut répartir l'effort entre tout le monde, mais il n'y a pas 150 000 solutions, quoi. C'est là que ça se trouve. Bruno Coquemont.
Oui, encore une fois, je vais être d'accord avec Marianne Louis. Bon. Si le banquier est d'accord. Alors... Mais effectivement, aujourd'hui, dans une opération de financement de construction de logement social, vous avez une grande part de dette, des fonds propres, des subventions un petit peu, de moins en moins. Et je ne suis pas certain qu'il faille mettre plus de dettes, et pourtant c'est le banquier qui dit ça, ou prêter plus long, puisqu'aujourd'hui on prête déjà très long. Le bâti c'est jusqu'à 40 ans, le foncier c'est jusqu'à 80 ans. Donc il y a un moment pour équilibrer l'opération, entre guillemets, il faut mettre des fonds gratuits, donc soit des fonds propres, soit des subventions. Mais ce qui pose, mais on va arriver au bout de cet échange. C'est aussi ce qui a été dit pas mal depuis ce matin. C'est du coup ce qu'on reconstruit n'est pas à l'identique avec ce qu'on a vendu et le logement, le PLAI pour les plus modestes a tendance à se diminuer. Vous ajoutez à ça le stock de logements produits par an et c'est compliqué. On arrive au bout. Je vais vous remercier, en tout cas, Bertrand Butet, Bruno Coquemont, Mathilde Cordier, Mathieu Gima, Marianne Louis. On a essayé de tracer quelques perspectives. On voit bien que la situation, elle est complexe et que, comme vous le disiez, Bertrand Butet, voilà, il va falloir qu'on prenne les choses de manière globale à l'aune de la transition énergétique, du ZAN, etc. Et on arrive au bout, chers amis. Et pour conclure... c'est François Ménard et Bruno Marot que j'appelle à rejoindre la scène.